Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici pour cette table ronde « Protéger la biodiversité avec quels moyens ?» Je suis Laïla Alak, chargée de mission à l'Institut Veblen. Et cette table ronde est la deuxième série, s'inscrit dans un cycle de conférences que l'Institut Veblen, un think tank qui pense les politiques économiques de la transition, a organisé avec le collectif étudiant pour un réveil écologique. Ce cycle s'appelle Économie et transition et le thème de cette année est Penser la post-croissance. Et l'idée, en fait, c'est de montrer quelles politiques économiques on peut mettre en place dans un monde post-croissance. Comment fonctionnera la répartition des richesses, la fiscalité, la production. Toutes ces questions-là, nous allons les aborder. La première table ronde était justement sur est-on condamné au greenwashing et comment faire en sorte que les entreprises respectent des vrais seuils, réduisent vraiment leur impact environnemental. Et là, on se posera plus la question des moyens dont on dispose concrètement pour faire face à l'érosion de la biodiversité. Et je vais laisser justement la parole à Clémence Stephen du Réveil Écolo pour présenter nos intervenants. Bonjour, donc merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, autour de la table, on a 4 intervenants et intervenantes. Donc Anne-Caroline Prévost, qui est écologue, Morgane Gonon, qui est économiste, Christophe Alliot, qui est expert des systèmes alimentaires, et Dorian Guinard, qui est juriste. Et donc la première question qu'on se posait, qu'on avait envie de creuser aujourd'hui autour de cette table ronde, c'est tout d'abord, qu'est-ce que la biodiversité? Comment est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'il y a un écart entre la définition juridique et scientifique? Donc, je vais d'abord laisser la parole à Caroline Prévost, vous êtes directrice de recherche au CNRS, chercheuse au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle, et vous avez notamment étudié les interactions entre biologie et psychologie de la conservation, et comment se réapproprier le contact avec la nature ordinaire et la remettre dans l'imaginaire collectif. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais prendre un regard écologue pour définir la biodiversité ou la nature. Donc la biodiversité, elle est souvent définie, historiquement elle a été définie comme un ensemble, une diversité d'espèces, d'individus et de communautés ou d'écosystèmes. Mais cette définition-là, elle peut être enrichie avec, actuellement, on pourrait dire que c'est surtout une relation, un ensemble de relations entre les êtres vivants, donc à la fois les individus, les espèces, à différentes échelles. Ces relations, elles sont dynamiques, donc tout ça, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et de façon très imprévisible, et en fait, par essence imprévisible. Ce sera impossible de prédire ce qui va se passer, jamais. Et c'est tant mieux. Et ça bouge beaucoup aux échelles de temps de nos générations, nos échelles de temps humaines, mais ça bouge aussi beaucoup aux échelles de temps qu'on dit évolutifs, c'est-à-dire sur les temps géologiques. Et ça, c'est tant qu'une biodiversité qui est en bon état de fonctionnement, c'est une biodiversité qui a les possibilités d'évoluer et de changer beaucoup à toutes ces échelles de temps et d'espace. Cette nature et cette biodiversité, elle n'a pas besoin des humains pour exister. Et en fait, les humains, on est une espèce parmi je ne sais pas combien. Et donc souvent, quand on parle de humain et nature, c'est quand même très, très comment dire, dissymétrique. Parce que humain, c'est une espèce. Nature, c'est toutes les autres espèces. Ou en tout cas, ou alors toutes les espèces, y compris les humains. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on veut. Cette biodiversité, elle n'est pas notre ennemi de l'humain, elle n'est pas notre ami. En fait, elle s'en fiche un peu, elle devrait s'en fiche, et on devrait faire en sorte que ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Et surtout, et donc la biodiversité, c'est pas uniquement aussi les espèces charismatiques qu'il faut protéger, etc. C'est tout le vivant, et donc y compris les espèces ordinaires, y compris celles qu'on n'aime pas. Parce que nous, la biodiversité, elle s'en fiche de nous, mais nous, on peut avoir des relations négatives avec elle. Mais celles-là aussi, elles existent. Merci beaucoup. Dorian, donc vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférences en droit public à l'Université de Grenoble et membre de l'association Biodiversité sous nos pieds, donc une des associations à l'origine de l'action Justice pour le vivant, donc une action en justice contre l'État gagnée en première instance au motif qu'il n'agissait pas pour contrer l'effondrement de la biodiversité. Est-ce que juridiquement, on arrive à retranscrire cette définition de la biodiversité? Comment est-ce qu'on fait pour retranscrire cette définition?
La première catégorie, donc, du coup, c'est les espèces protégées. Elles sont reconnues par le Code de l'environnement, notamment aux articles 411-1 et 411-2. Elles font l'objet d'un certain nombre d'arrêtés ministériels qui sont des arrêtés de classement des espèces en question. Il y en a pour les végétaux, les batraciens, les poissons, les oiseaux et l'entomofaune. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au-delà de tous ces arrêtés qui font écho à la directive, notamment la directive Habitat de 1992 et la directive Oiseaux de 1979, les dates à laquelle ont été prises ces arrêtés et éventuellement les mises à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare l'effondrement d'une partie du vivant avec les arrêtés d'espèces protégées que je viens de citer, donc batraciens, tous ces trucs-là, il y a des décalages qui peuvent paraître un petit peu aberrants pour ceux qui s'intéressent à ces matières. Pour vous dire, en réalité, il n'y a véritablement que l'arrêté qui concerne les batraciens qui a été mis à jour, je crois, en 2021, qui correspond peu ou prou à l'état de la biodiversité en France, en sachant que l'ensemble des batraciens est protégé. Mais si vous prenez par exemple les végétaux, ça date de 1982 et il y a extrêmement peu de mises à jour. Il y a eu à peu près 2 mises à jour depuis. Ce qui signe... Excusez-moi, juste pour préciser, donc c'est-à-dire quand on veut protéger, un des premiers leviers pour protéger la biodiversité, c'est des arrêtés sur certains types d'espèces, c'est ça? Ah oui, alors ça... Parce que c'est pas forcément... Non, on a une question après là-dessus, alors je pourrais développer, je vais raccourcir. Mais oui, effectivement. Quelque chose, par exemple, je ne comprends pas. Alors je viens de Grenoble et je suis assez sensibilisé à ce type de problématique, mais si on prend les oiseaux, vous ne retrouverez aucun gallinacé, 0, il n'y en a pas. C'est un petit peu étrange, notamment quand on connaît les conditions aujourd'hui de vie du lagopède, qui n'est pas protégé, ou du tétra et du grand tétra. Ce qui me permet de revenir du coup sur la biodiversité ordinaire, qui elle est dite ordinaire, non pas parce qu'elle est moins importante, ma collègue l'a rappelé, elle est tout aussi importante, et pour être un spécialiste des vers de terre, c'est-à-dire un spécialiste de pas grand-chose en droit pour l'instant, mais qui commence un petit peu, je peux vous garantir que les vers de terre, c'est fondamental dans un certain nombre, on va dire, de cycles. Ce qui est important de retenir ici, c'est que cette biodiversité ordinaire, qui ne fait donc pas l'objet de classement d'espèces protégées, donc qui est beaucoup plus facile à détruire, notamment pour des projets, a quand même une petite protection en fonction strictement de chaque taxon. Par exemple, le grand tétra, qui est un gallinacé en mauvaises conditions, a fait l'objet d'un certain nombre de classements de la part du Conseil d'État pour le protéger. Donc là, il est protégé pendant 5 ans, mais on ne le doit qu'à la seule volonté du Conseil d'État et en réalité aux associations qui ont engagé un certain nombre de contentieux qui ont permis cette protection. Sinon, on pourrait le chasser sans de véritables problèmes. Et c'est le cas, et donc ce qu'il ne faut pas du tout confondre lorsqu'on s'intéresse à la biodiversité ordinaire, c'est la vulnérabilité des espèces avec leur statut juridique. Il y a plein d'espèces qui sont vulnérables et qui pour autant ne font pas l'objet de classement espèces protégées. Du coup, on peut les chasser, on peut les détruire sans dérogation spécifique. Je m'arrête ici, je pourrais en parler pendant 3 heures, donc c'était juste pour préciser et pour reprendre la distinction que vous avez faite et qui est pertinente aussi en droit. Très bien, merci. Et donc j'aimerais bien savoir aussi ce que ça veut dire de protéger. Au fond, pourquoi est-ce que c'est important de protéger aussi la biodiversité? De quelle façon on peut le faire? Donc d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de le protéger? Anne-Caroline? Bon, alors j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous savez que la biodiversité se casse la figure. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc la biodiversité se casse la figure et finalement, on pourrait croire que c'est pas très grave. C'est pas très grave pour nous les humains. Et en fait, la biodiversité, on pourrait dire qu'elle joue un rôle de prévention. D'abord, c'est ma première... c'est pas forcément celle qui est le plus important pour moi, mais en tout cas, c'est celle qu'on peut dire le plus facilement. Elle joue un rôle de prévention pour nous, les humains. Donc de prévention des maladies physiques, psychiques. On va mieux quand on est dans la nature, quand on est en contact. En tout cas, il y a beaucoup de connaissances consensuelles qui le disent. Donc c'est au niveau des maladies, des problèmes individuels. Prévention au niveau des relations sociales aussi. Il y a beaucoup d'études en sociologie, en psychologie sociale qui montrent que faire des choses ensemble dans la nature, ça permet de créer du lien, de recréer des relations sociales, ce qui me paraît particulièrement important en ce moment. Ça permet aussi de valoriser les dialogues. C'est plus facile de parler quand on est dans un espace vert entre personnes qui ne se comprennent pas que de parler dans un espace clos. Et puis ça prévient aussi des risques environnementaux dont on va parler, j'imagine, encore tout à l'heure. Donc ça, c'est un objectif de prévention. Mais protéger la biodiversité, ça peut être aussi quelque chose d'éthique,
donc entre individuellement ou collectivement, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce vivant non humain. Donc on peut, en fonction de quels que soient les présupposés ou les soubassements éthiques, philosophiques, idéologiques, religieux qu'on a, on peut avoir envie, ou besoin, ou sentir le besoin de protéger la biodiversité et la nature. Alors on peut en citer quelques-uns, certains en tant qu'intendants, d'autres le feront parce qu'ils ont une position d'humilité par rapport au reste du vivant, d'autres par principe de responsabilité. Donc chacun et chacune peut prendre ses principes, mais peut se décider quelle est sa propre place individuellement, mais aussi collectivement, dans la protection de cette nature et de cette biodiversité. Voilà, ça c'est pourquoi. Donc aussi, la particularité de la biodiversité, c'est que c'est un système extrêmement complexe, et même encore plus complexe que le climat. Et Christophe, vous êtes cofondateur et directeur du BASIC, donc vous avez encadré des travaux de recherche et d'études dans ce bureau d'études, et notamment travaillé sur la mutualisation des coûts et le lien entre les impacts sociaux et environnementaux. Et en 2022, vous avez coordonné une étude sur les coûts cachés des pesticides. Pourquoi est-ce que la biodiversité est si complexe et pourquoi est-ce que ça la rend encore plus difficile à protéger? Ça va, vous m'entendez? J'essaye de... Pareil, hein, sinon moi aussi je crie un peu, donc j'essaye d'y aller doucement. Je ne vais pas pouvoir répondre complètement à ça. J'essaye plutôt d'apporter une petite brique supplémentaire par rapport à ce qui a été dit. On travaille depuis plusieurs années au BASIC sur une boussole qui permet de mieux appréhender cette complexité des enjeux à la fois environnementaux mais aussi socio-économiques qui sont tous imbriqués. Et cette boussole, on l'a construite, on a fait un outil opérationnel mais qui ne vient pas de nous, qui vient d'assez loin, d'abord d'approche de ce qu'on appelle durabilité forte qui nous vient déjà des années 60-70 et puis plus proche de nous dans le monde anglo-saxon, ça a été un peu renommé sous un nom assez américain qui s'appelle le donut, donc ce gâteau-là qui a un trou au milieu. Pour voir le lien avec la biodiversité, le point est le suivant. Le principe de cette boussole ou de cette approche de durabilité forte, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de préserver nos principaux capitaux environnementaux. C'est à ce prix-là que la planète reste vivable au-delà de nous, comme ça a été dit, par toutes les autres espèces vivantes. Ça, c'est le plafond. Ce plafond, on est en train de le dépasser et c'est ce qui met en risque nous et ce qui embarque derrière nous tout le reste du vivant sur cette planète. Après, à l'intérieur, ça c'est juste pour le citer, il y a un plancher. Ce plancher, c'est l'ensemble des droits socio-économiques qu'on a commencé à poser au niveau national, international, et qui ne touchent pas d'ailleurs que les humains, mais dès qu'on va toucher aux questions du bien-être animal, on va commencer à reconnaître des droits aux autres espèces vivantes, donc c'est pas que l'être humain qui est concerné. Je reviens sur l'environnement, parce que la durabilité, c'est être entre les deux. Il faut être au moins au niveau du plancher, et on n'a pas d'autre choix que d'être en dessous du plafond. Et maintenant, je reviens à la biodiversité. Ce plafond, on a fait un travail sur l'agriculture et l'alimentation pour mieux qualifier ce plafond et en quoi on était en train de l'endommager à travers ce qu'on mange tous les jours et ce qu'on produit au niveau agricole. Il y a plusieurs composantes. On va retrouver le climat, on va retrouver la biodiversité, on va retrouver l'eau, les sols, la qualité de l'air au-delà du climat. On a aussi d'autres enjeux de pollution aujourd'hui qui nous posent beaucoup de problèmes. Les ressources non renouvelables et les déchets dans le sens la capacité de l'écosystème à absorber les déchets qu'on est en train de produire. Tout ça, on est en train de les endommager, mais ils sont tous interreliés et nous, on a l'impression des travaux qu'on a pu parcourir que la biodiversité a quand même, on a l'impression, un rôle un peu particulier dans ce plafond environnemental. C'est qu'on peut sauver le climat en finissant d'éroder complètement la biodiversité et en détruisant une grande partie de la biodiversité. On peut sauver la qualité de l'eau et détruire la biodiversité, on peut sauver la qualité de nos sols pour la production agricole et pour autant détruire toute une partie de la biodiversité. Par contre, l'inverse n'a pas l'air d'être vrai. Après, sous couvert des gens qui font de la recherche, mais si on touche aux autres capitaux, on va forcément endommager la biodiversité. Donc, de manière un peu plus, de manière systémique, c'est un peu notre vigie en fait.
tant qu'elle est endommagée, elle est en risque. Ça veut dire que sur le reste, pour être assez trivial, on est en train de déconner et on est en train d'endommager tout le reste du système Terre. Il n'y a que le jour où on arrêtera en fait ça potentiellement qu'on pourra se dire ça y est, on commence à être sur les bons rails. Donc on a abordé, vous avez abordé les arrêtés tout à l'heure d'Orient, et comment on protège, à l'aide d'un cadre réglementaire, les espèces, les écosystèmes et la biodiversité au sens large. La question, c'est comment on protège les espèces dans un cadre réglementaire? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? D'accord. En quoi ça a certaines limites? D'accord. Donc le droit positif uniquement. D'accord. Il faut savoir que la question, là, répondre en 2 minutes, c'est très compliqué. Hein. Je vais faire des raccourcis. Il y a plusieurs normes qui peuvent être invoquées aujourd'hui pour protéger l'ensemble de la biodiversité. C'est ça la question? Vous voulez que je réponde les normes ou les leviers? Parce que c'est... Ou peut-être préciser déjà qu'il y a plusieurs échelles, je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a des choses qui se négocient à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Okay. Et déjà montrer un peu le jeu de poupée russe. Essayer de schématiser un petit peu ça pourrait être intéressant peut-être. D'accord. Donc ici, c'est très compliqué parce qu'il y a une articulation entre les normes de l'Union européenne avec les normes de droit interne, donc les normes françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, les grandes avancées de la protection de la biodiversité viennent de l'Union européenne. Donc quand on critique l'Union européenne, il faut quand même toujours avoir en tête que, 1, c'est un échelon extraordinairement pertinent d'action, et 2, il y a énormément de normes qui permettent de protéger la biodiversité. C'est pour ça que l'échec du règlement SUR récemment est une catastrophe. Et à l'échelon interne, il y a des normes aussi qui permettraient une réelle protection, qui permettent une protection quand il y a une volonté politique derrière, et je vais les définir très rapidement, et ça sera une réponse un petit peu à votre question, et j'aborderai pas les leviers d'action autres que cela, je les aborderai après. À l'échelle de l'Union européenne, il y a évidemment les stipulations des traités et surtout des règlements et des directives. Alors j'en ai cité 2 tout à l'heure des directives, c'est la directive Habitat et la directive Oiseaux. Pourquoi ces 2 directives sont extraordinairement importantes? Parce qu'elles doivent être respectées quand vous voulez faire des projets qui viendraient être attentatoires aux espèces protégées, d'oiseaux ou d'autres espèces protégées dans le cadre de la directive Habitat. Il y a une interdiction qui est formelle de détruire des espèces protégées, mais comme à toute interdiction, il y a des exceptions, il y a une dérogation qui est possible. Et pour déroger à cette interdiction de destruction des espèces protégées, il faut réunir 3 critères. Alors, je peux les développer, hein, il faut un intérêt général substantiel, une absence d'alternative satisfaisante et un maintien dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle des espèces protégées. La question se pose surtout quand on construit des nouveaux projets, par exemple? Oui, exactement. C'est plus dans ce cadre-là. Exactement. L'exemple que vous pouvez tous avoir en tête, c'est la 69. Voilà. La 69, tout le monde connaît, nanana. La 69 pourra éventuellement être annulée sur le fondement de la dérogation espèces protégées, parce que si les juges de Toulouse jettent un regard un petit peu plus éclairé, on va dire, que ce qu'ils ont fait en référé suspension, peut-être qu'ils verront qu'il y a des solutions alternatives satisfaisantes, notamment une 2x4 voies. Bon, bref. Mais bon, c'est sur ce fondement-là. Et ça, on le doit à l'Union européenne, hein, le Code de l'environnement, aux articles 411-1 et suivants, a vraiment transposé la directive Habitat. Donc c'est vraiment l'Union européenne aujourd'hui qui a permis et qui permet encore de protéger ça. En droit interne, il y a la Constitution, évidemment, avec l'adoption de la Charte de l'environnement en 2004 et les dernières applications par le Conseil constitutionnel et les juges administratifs de cette charte, que j'invite tout le monde à lire pour plusieurs raisons. Un, parce que il faut que vous la connaissiez, voilà. Et la deuxième, c'est qu'il y a des potentialités normatives qui sont extraordinaires aujourd'hui, notamment le dernier alinéa du préambule, qui dispose que les choix d'aujourd'hui ne doivent pas obérer la capacité des générations futures à assurer leur propre sécurité. Et là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses, notamment en fonction de l'évolution du contexte scientifique, de l'effondrement de la biodiversité, jusqu'à un péril climatique qui est de plus en plus prégnant. Donc c'est important de voir ça parce que les significations de cet alinéa vont évoluer au cours du temps. L'article 1 de la charte est important aussi, on a tous le droit d'évoluer dans un environnement sain et équilibré, et donc c'est un formidable levier, je ne le développe pas plus parce qu'on en parlera, de protection de la biodiversité. Un dernier exemple, toujours européen, c'est le règlement sur la restauration de la nature qui contient un certain nombre de choses qui est, on va dire,
le seul texte véritablement protecteur ces derniers temps qui a échappé à la censure soit du Conseil, soit des parlementaires, et qui, lui, va aller dans le bon sens à travers une valorisation des zones Natura 2000, une restauration des cours d'eau, une protection d'un certain nombre de services écosystémiques, notamment les papillons des prairies. Enfin bref, je pourrais développer beaucoup, mais je n'ai pas le temps. Mais ça, c'est des vrais instruments normatifs, à condition que les citoyens, les juges et les pouvoirs politiques s'en saisissent, de protection des écosystèmes. À l'échelle internationale, je serais beaucoup plus circonspect, voire même quasiment nihiliste, parce qu'en réalité, le droit international n'existe qu'à partir du moment où il est repris par des normes internes. Et donc, ce n'est pas forcément le droit international qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est les instruments de concrétisation de ce droit international par l'Union européenne et par la France qui permettent une réelle protection. Un exemple rapide, la COP15 qui s'est déroulée à Montréal ne reçoit une véritable concrétisation qu'à travers le règlement sur la restauration de la nature qui reprend les principaux objectifs et qui la concrétise, quoi. Donc à l'échelle véritable de concrétisation de la protection, c'est l'Union européenne et les normes internes qu'il faut regarder pour voir les véritables boucliers normatifs de la biodiversité. Donc en gros, il y a un ensemble de millefeuilles de normes pour protéger la biodiversité. Cette protection, si j'ai bien compris, elle prend la forme d'encadrer certaines pratiques qui détruisent la biodiversité, par exemple l'utilisation de pesticides, on l'a évoqué, ou d'encadrer aussi la construction de certains projets qui est voilà, pour simplifier au maximum. Et Anne-Caroline, je voudrais vous donner la parole aussi sur les mesures, justement les mesures permettant de protéger la biodiversité. Oui, merci. Effectivement, il y a énormément de choses qui se passent et de règlements et de normes pour protéger des espèces, comme vous l'avez bien dit. Il y a aussi des façons de protéger des espaces et des relations entre espèces et la dynamique de la biodiversité, puisque finalement, la biodiversité, c'est pas juste un ensemble d'espèces, c'est aussi des espèces et des individus qui interagissent les uns avec les autres, je le répète, dans une dynamique écologique, évolutive et blablabla. Et du coup, il y a plein d'autres... Enfin, on peut aussi voir ça, les choses comme ça. Et dans ces cas-là, on peut aussi regarder comment est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'il faut protéger, effectivement? C'est effectivement les espèces, mais aussi le fonctionnement écologique. Donc, fonctionnement écologique, hein, c'est les chaînes trophiques, hein, c'est qui mange qui compétit avec qui habite où, etc. Il y a aussi, et il faut aussi protéger les possibilités pour cette biodiversité, cet ensemble d'individus et de vivants, de répondre à des perturbations qui vont arriver par hasard, hein. Par exemple une tempête, par exemple, je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, même la construction d'une route, qui est aussi une perturbation pour le reste du vivant, et aussi leur laisser la place et la possibilité de se bouger, parce que les dynamiques écologiques, ça marche quand les espèces animales et végétales peuvent se disperser, et surtout dans le contexte de changement climatique où les conditions d'habitabilité changent, et du coup, si on empêche les différents individus du vivant de se déplacer et de réagir, de répondre à ces modifications du climat, eh ben, on est mal barré. Donc tout ça, ça demande des aménagements du territoire et des aménagements sociaux chez les humains qui sont un peu différents de juste la protection de telle ou telle espèce qui est aussi très importante. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Allô? Oui. Merci beaucoup Anne-Caroline. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit vraiment que quand on parle de protéger la biodiversité, c'est pas sur des espèces en particulier, mais c'est plus sur un système qui va évoluer, qui va résister à certains chocs. Et ça, je pense que cette vision systémique, c'est quelque chose de très intéressant à souligner. On a évoqué aussi la COP15, justement. Donc, Morgane Gonon, tu es diplômée de l'IEP de Grenoble et de l'Université Paris-Dauphine. Tu as travaillé pour l'Observatoire français de l'Office français de la biodiversité sur les dépenses nuisant à la biodiversité. Tu es doctorante maintenant dans un laboratoire d'économie écologique et tu as été jeune chercheuse à la COP15, donc tu as vu ce processus d'assez près. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la protection de la biodiversité et plus particulièrement aussi sur ton expérience de la COP15 ? Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Ok, alors avant de répondre sur la COP15, je vais peut-être présenter la définition de la biodiversité un peu plus d'un point de vue économique, puisque du coup ça a été défini d'un point de vue écologue, d'un point de vue juriste, et c'est vrai qu'il y a une formalisation de la biodiversité en économie dont on n'a pas encore parlé et qui rejoint certains points qui ont été développés sur une vision un peu instrumentale en fait, c'est-à-dire ce que la biodiversité va apporter aux sociétés humaines comme service, qu'ils soient marchands, non marchands, des valeurs d'usage, de non-usage, etc., patrimoniaux ou plutôt réellement directement de la ressource. Et
donc c'est vrai que le formalisme de la biodiversité en économie, il a beaucoup évolué. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des débats, on va dire, très théoriques. Mais quand on regarde un cadre comme la COP15 et ce qu'il propose de mettre en place à travers les crédits carbone, les crédits biodiv, c'est aussi la conséquence directe d'un certain nombre de débats qui ont pu avoir lieu dans la sphère économique dans ces on va dire, 40 dernières années. Donc si ça vous va, je peux... Oui. Pour te demander, quand tu parles d'instrumental, c'est par exemple quand on parle de la disparition des abeilles et du rôle des pollinisateurs, par exemple. On parle de l'utilité de la biodiversité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en économie, on va dire qu'il y a deux façons historiquement de concevoir un petit peu la biodiversité. Ça va être soit comme une ressource, soit comme une externalité qu'on peut, pour des raisons plus ou moins éthiques ou de perte d'utilité, on va dire, ou perte de bien-être, tenter de protéger. Et à partir des années 90, il y a cette notion de service écosystémique qui émerge, et c'est tout à fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la pollinisation, mais aussi la fourniture en bois, le cycle de l'azote, etc. Peu importe. Donc on a des services que nos sociétés humaines utilisent directement et des services qu'on va appeler de régulation qui servent au fonctionnement interne des écosystèmes de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes en mesure, on va dire comme ça, de produire les services nécessaires aux sociétés humaines. Et c'est vraiment ce point de vue utilitariste mais sans jugement, c'est-à-dire que c'est les fonctions écologiques pour nos sociétés qui est transcrit aujourd'hui dans des accords comme la COP15 où on a des cibles 11 à 15 qui parlent directement de la sauvegarde de ces services écosystémiques, donc sauvegarder le flux entre la nature et nos sociétés, si on veut, alors même que ces services écosystémiques, c'est pas évident qu'ils reflètent un bon état écologique en eux-mêmes. C'est-à-dire on peut très bien imaginer que si vous prenez le service écosystémique de la fourniture de bois, par exemple, une forêt qui fournit beaucoup de bois pour la production, c'est pas forcément une forêt en très bonne santé. Donc il y a une petite différence entre le flux qu'on est capable nous-mêmes d'en tirer et l'état écologique. Voilà. Donc là, il y a une confusion, il y a aussi une vision qui a été portée à la fois sur la mesure de ces services écosystémiques, je pourrais en revenir en valeur monétaire ou en valeur biophysique, et à la fois sur comment on pouvait les comprendre et les lier à un bon état écologique. Donc pour revenir, je pourrais développer tous ces points-là, on en parlera sûrement, mais c'est quand même intéressant de comprendre comment on est passé d'une vision écologique, de système dynamique, à une vision qui est relativement inerte, celle d'un capital naturel fixe, qui apporte des fonctions aux sociétés, et quelles sont les conséquences de cette représentation mentale et même très opérationnelle de la biodiversité. Pour la COP15, comme l'a dit Dorian, c'est effectivement un cadre international qui connaît concrétisation que si y a une descente en échelle de ces grands objectifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je rajouterais à ça qu'il y a une partie de l'accord qui s'adresse aux États, mais il y a aussi une partie de l'accord qui s'adresse aux autres acteurs, notamment des entreprises. Et c'était un point très marquant de la COP15, c'est de mettre en place explicitement des marchés comme les marchés de crédit biodiv ou marchés de crédit carbone pour la biodiversité, et de demander aussi à travers la cible 15 un reporting et une transparence des entreprises pour la biodiversité. Donc on est sur un cadre qui, encore une fois, ne s'applique pas directement, mais qui suppose aussi qu'il n'y a pas que la norme d'État qui joue. Et donc c'est un changement qui suit celle des COP climat, mais qui est important à souligner. Il y a plein de choses à dire sur cet accord international et ce qui traduit comme vision et quels sont les débats. Donc je ne sais pas s'il y a un point particulier que tu veux que je creuse. Avant, je voulais juste poser la question. Tu as parlé de cibles qui étaient dans cet accord international. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement ? Alors l'accord comprend une vingtaine de cibles, si je me souviens bien, et 4 objectifs. Donc cet accord a été voté à Montréal l'année dernière. C'est pas le premier accord international sur la biodiversité. Avant il y avait les objectifs d'Aichi, avant il y avait les objectifs de Nagoya, etc., etc. Mais c'est celui qui est censé être en cours pour 10 ans, donc 8 ans, de 2022 à 2030, et qui fixe des cibles, donc une vingtaine, qui doivent être atteintes d'ici 2030, et qui sont plus ou moins quantifiées, c'est-à-dire qu'on va avoir une cible de réduction du risque de pollution, par exemple, quantifiée au niveau international. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un objectif. On a un objectif aussi des objectifs de moyens, qu'on doit avoir dépensé 700 millions de dollars par an d'ici 2030 pour la biodiversité, c'est inscrit dedans. Donc ça fixe comme ça tout un tas de cadres ou d'objectifs, et de la même manière que les COP climat, on a tous les 2 ans pour les COP biodiv, tous les ans pour les COP climat, les pays qui doivent montrer une avancée vis-à-vis de ces objectifs, de ces cibles. Et ce cadre, il est contraignant ? Quelles sont les sanctions pour les États qui
n'atteindre pas ces objectifs si on fait le bilan et qu'on n'a pas atteint ce qu'on s'était fixé? Ça fonctionne vraiment sur le même système que les COP climat, c'est-à-dire qu'il y a des contributions nationales qui sont établies pour la biodiversité, c'est des contributions nationales pour le carbone, pour le climat, pour les COP climat, et donc les pays présentent leurs avancées, et faut imaginer, enfin là c'est pas trop mon expertise, ça va être plutôt celle de Dorian, mais comment dire, les pays, il y a aussi une question de souveraineté sur leur propre politique, sur ce qu'ils mènent, donc ils ont une transparence sur leur action, et puis ensuite il y a des mécanismes de correction, et c'est notamment un grand débat, enfin de correction, de propositions d'accompagnement pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Pour le climat, on a eu les propositions d'accompagnement passent par le loss and damage, bon, on verra pour la biodiversité ce qui va être mis en place, mais non, c'est pas contraignant, on va le dire vite, c'est pas contraignant, mais c'est un moyen d'avoir un alignement sur des cibles plus ou moins précises qui doivent concerner l'ensemble de la communauté internationale normalement. Donc, pas contraignant, tu veux dire qu'il n'y aura pas de sanctions économiques sur un pays qui ne respecte pas en fait sa trajectoire? Non. Et est-ce que... Oui. Ouais. C'est là où c'était très important que le règlement sur la restauration de la nature soit pris, parce qu'il est en application directe de ce qui s'est passé à Montréal, notamment sur la restauration de 20% des territoires terrestres, avec un échéancier qui est relativement inspiré, voire calqué sur ce que Montréal avait demandé, c'est-à-dire 30% de restauration effective d'ici 2030, 60% d'ici 2040 et 90% d'ici 2050. Mais parce que c'est un règlement et non pas une directive, il est d'application immédiate, et donc du coup, si les États ne respectent pas ce qui est fixé directement dans le règlement, ils encourent un risque de recours en manquement devant la Cour de justice pour non-respect du règlement en question. Donc pour le coup, la vraie contrainte ici, elle est européenne, parce que l'Europe a voulu transcrire dans son droit les objectifs et vocations de ce qui s'était passé à Montréal. Si l'Union européenne avait décidé de faire totalement autrement, la contrainte aurait été autre. Excuse-moi. Et peut-être une dernière question, et après tu as aussi, comment dire, on a évoqué plusieurs fois la définition de la biodiversité, la mesure de la bonne santé de la biodiversité. Du point de vue économique, c'est quoi les indicateurs en fait qu'on va utiliser Tu veux dire les indicateurs économiques ou les indicateurs que les économistes utilisent pour mesurer la biodiversité? Imaginons, par exemple, on veut concevoir des politiques de protection de la biodiversité. Il y a des économistes à la table du ministère de la Transition écologique. Quel type d'indicateurs ces économistes vont mettre en avant pour dire, voilà, là, c'est une politique qui est efficace? Alors, oui, il y a plein de strates à cette question, mais disons qu'on va dire qu'il y a deux manières de mesurer la biodiversité d'un point de vue économique. C'est un petit peu ce que je disais. Deux grandes catégories. Il va y avoir des mesures qu'on va dire biophysiques et des mesures traduites en valeur monétaire. Il y a beaucoup de littérature en économie sur la traduction en valeur monétaire des services écosystémiques, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait en termes d'analyse coût-bénéfice, coût-efficacité, est-ce qu'on arrive à produire ou pas comme valeur de service écosystémique, avec la restauration, est-ce qu'on arrive à augmenter la valeur monétaire des services écosystémiques, etc. Je ne pense pas et j'espère pas que ce soit utilisé d'un point de vue politique publique en réalité, parce que la valeur économique d'un service écosystémique, c'est un argument métaphorique pour montrer éventuellement à des décideurs que le prix de marché ne reflète pas l'entière valeur de la biodiversité. Toutefois, il y a quand même une différence entre une valeur économique qu'on applique pour essayer de faire comprendre que le prix de marché est insuffisant, si on veut, et des vrais enjeux de planification territoriale, de planification de gestion des ressources, etc. Et donc l'indicateur en valeur monétaire, il va pas être beaucoup utilisé. Et après, sur les indicateurs qui peuvent être utilisés de manière biophysique, ça va dépendre de la politique mise en place, et là on pourra revenir sur d'autres cadres, mais c'est pas pareil si on parle de lutte contre les pollutions, de zéro artificialisation nette. Il n'y a pas une politique, il y a la stratégie nationale de biodiversité qui va comprendre un certain nombre d'indicateurs, mais on va dire que même là, et c'est souhaitable, il y a des formes d'indicateurs qui correspondent à des enjeux différents. C'est la biodiversité, pas un seul élément, c'est évidemment plein de problématiques, la lutte contre les différentes pressions qui ont été définies par l'IPBES, donc la pollution, le changement d'usage des sols ou la fragmentation des habitats, les espèces exotiques envahissantes. Ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait des indicateurs qui soient différents pour chacune de ces problématiques, par exemple. Et juste pour préciser, l'IPBES, c'est un peu le GIEC de la biodiversité, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un organisme qui est chargé, comme le GIEC, de faire des revues de la littérature et de l'état de la science actuelle sur la biodiversité, et qui, c'est un peu une spécificité donc de l'IPBES, c'est de se concentrer particulièrement sur cette question des valeurs, quand même. Cette instance a imposé un certain nombre de mots pour parler de la biodiversité. La question des multiples valeurs de la nature, donc de refléter à la fois les valeurs écologiques, les valeurs pour les sociétés humaines, les valeurs intrinsèques, etc. de la nature. C'est vraiment une instance qui insiste sur cette multiplicité de valeurs, et aussi parler de tout ce que la nature apporte aux sociétés, donc Nature's Contribution to People, c'est comme ça qu'il le formule. C'est un petit peu l'angle d'attaque de l'IPBES sur la question de biodiversité, donc sur ce lien nature-société, plutôt qu'une évaluation biophysique pour elle-même et par elle-même, quoi. Je vais me tourner maintenant à ma gauche sur un peu les réactions sur cette question de la mesure de la biodiversité. Ce que j'avais en tête, par exemple, c'était un peu une question à Christophe quand tu as travaillé sur les pesticides. Comment dire, est-ce qu'il y a dans certaines études d'impact un calcul du coût-bénéfice où on confronte par exemple ce que ça va nous coûter de perdre en biodiversité par rapport aux gains apportés aux pesticides, parce qu'un des grands arguments notamment des lobbies agricoles et de la FNSEA, c'est que sans pesticides en fait on peut plus se nourrir, on peut même plus nourrir le monde. Donc, et dans le titre de la table ronde, c'était protéger la biodiversité avec quels moyens, parce qu'il y a l'idée que renoncer à des choses comme les pesticides nous coûterait trop cher. Donc qu'as-tu à dire là-dessus? Et ensuite une réaction d'Anne-Caroline, si vous le souhaitez. C'est parti. Je vais commencer avec quelque chose de contradictoire pour essayer de tous rester réveillés. J'espère que ça peut être trop technique jusque-là. Je suis à la fois complètement d'accord avec ce qui a été dit, et pourtant on a mené une étude qui parlait d'euros. Alors du coup, on va rentrer dedans, comment je peux faire justement cette espèce de grand écart. Premier point, pour arriver aux analyses coût-bénéfice. Quand on donne une valeur aux choses, depuis au moins un peu plus de 2 siècles qu'on a notre système économique actuel, quand on a donné une valeur aux choses, en tant qu'être humain, on l'a exploité. Hein. On ne l'a pas préservé. Autrefois, c'était peut-être autrement. Mais là, depuis 2 siècles, on n'a pas vraiment de contre-exemple économique. Enfin, après, sous couvert, il faudrait peut-être que tu me dises, Mathilde, mais à mon avis, dès qu'on, par malheur, on a dit « Ah, mais c'est ce que tu disais sur le bois-forêt, cet oiseau, il a une valeur », les choses ont commencé à tourner mal. C'est un peu philosophique, mais c'est bien de rentrer par là. Alors, on a été regarder les analyses coût-bénéfice des pesticides de synthèse, puisque c'est à ça qu'on s'intéressait dans notre étude. Donc, on a commencé par faire une revue de littérature. Donc, on a comparé tout ce qui existait. Il y en a depuis les années 80. Il y en a au niveau mondial. On en a, nous, repéré une quinzaine à peu près. Beaucoup aux États-Unis. Qui ont été faits par un auteur qui était assez réputé de ces années-là, qui n'était pas économiste à la base en plus. Très peu en Europe, voire quasiment pas d'ailleurs, et on en a fait une des premières, mais qui n'était pas une analyse coût-bénéfice. La problématique, c'est que toutes sont d'accord sur le fait que ça vaut la peine de détruire la biodiversité. Et le biais vient pas de la valeur qu'on donne à la biodiversité, le biais vient de l'autre côté de l'équation, dans coût-bénéfice. Eh ben, qu'est-ce que ça nous coûterait d'arrêter de dégrader la biodiversité, ou au contraire, quels sont les bénéfices qu'on a à la détruire? On peut prendre le truc comme on veut. Hein. Et en fait, le problème, c'est que dans cette partie de l'équation, c'est juste une division, hein, c'est un ratio avec quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. Ben, dans le quelque chose au-dessus, on met quels sont les gains de rendement agricole qu'on obtient grâce aux pesticides de synthèse, et combien ça vaut la matière agricole sur le marché. Et le biais commence là. Parce que dès qu'on commence à mettre ça dans l'équation, bah ouais, allons-y. Hein. Mais c'est tout un imaginaire à déconstruire derrière, parce que c'est derrière ça tout le narratif de on n'aurait pas assez de nourriture, il faut nourrir le monde, etc. Alors qu'en fait, on produit déjà 2,5 fois ce dont on a besoin au niveau de la planète, c'est qu'on gage, c'est que les gens qui devraient avoir accès à la nourriture n'ont pas accès à cause de notre système économique, mais c'est pas un problème de quantité qu'on a sur aucune denrée agricole aujourd'hui en fait. Mais comme on est piégé là-dedans, il y a une incitation et donc on biaise tous les résultats à l'avance. Et même les auteurs qui ont essayé, il y a 1 ou 2 études qui arrivent à dire, alors si on fait cette hypothèse-là, par contre on passe de l'autre côté, ils passent de l'autre côté de l'équation à 10% près, quoi. Donc ils disent, ah ben, ça ne devient pas rentable, mais de peu, hein. Mais c'est pas rentable. Et en fait, tout le problème, il commence à être là, en fait. Donc on n'a pas de réponse
Enfin, en tout cas, si on suit ça, c'est à ça qu'on arrive. Donc on a un biais sur le fait qu'on met toujours la croissance du PIB en premier. Et on n'arrive jamais à confronter à ça. Petite incartade là-dedans, Notre-Dame-des-Landes, quand le projet a été justifié, on avait des analyses coûts-bénéfices négatives, qui étaient au défaveur de Notre-Dame-des-Landes il y a 20 ans, et des analyses commanditées pour être remises à jour par les pouvoirs publics locaux ont changé, toujours pareil, non pas les dégradations, mais l'évaluation du temps, de la valeur du temps qu'on allait gagner en prenant un avion à côté de Nantes. Je suis nantais, donc je connais bien le cas. Et donc, ils ont juste réussi à transformer ça en positif en disant non, mais chaque minute de gagner, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à Paris, on prend l'avion tout de suite, ça vaut beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et c'est ce qui leur a permis de faire passer le truc de l'autre côté de l'équation. C'est ça, les analyses coûts-bénéfices, en termes très concrets. Donc, ce truc-là, nous, dans notre premier panorama, on s'est dit, ça nous amène plutôt dans une ornière. Deuxième point, on peut regarder la taxation. On a aussi été regarder ce qui se passe dans d'autres pays européens. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, et puis pour nous tous. Les pesticides, c'est pas cher. Et c'est vraiment, vraiment pas cher. Et tous les politiques qui ont essayé de réduire les pesticides par la taxation, à commencer par la Norvège, qui a été celle qui a été le plus loin, en fait, elle n'a pas réussi avec ça. Elle a dû coupler à des mesures biophysiques pour essayer de faire baisser les pesticides, parce que tant qu'elle était à taxer, en fait, c'est comme le paquet de cigarettes. Il a fallu qu'on le monte de 2 € il y a 20 ans, hein, je crois qu'il va, moi je suis pas fumeur, mais je crois qu'il va atteindre 13-14 € là. Il a fallu passer de 2 à 14 € pour qu'on commence à diminuer à peu près d'un facteur 2. Vous voyez un peu, allez voir les agriculteurs aujourd'hui et dites-leur qu'on va multiplier par 5 les prix des pesticides avec la taxation. Je pense que c'est pas gagné, quoi. On va tous les avoir dans la rue et puis on va pas s'en sortir de ce débat-là. Et puis en plus, c'est juste leur faire poser une pression alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc en plus, c'est comme les gilets jaunes, on se plante complètement sur la compréhension de ce qui se passe. Continuons. Hein. C'est pas pour vous démoraliser, il y a des solutions, je vais y arriver. Mais au moins, il faut mettre les mauvaises de côté, quoi. Le premier n'a pas l'air de marcher. Le deuxième, via la taxation, bon, ça a beaucoup de limites. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a déjà quand même quelque chose qui est un peu à la lisière entre les deux, qui n'est pas si inintéressant, même si nous, on ne l'a pas étudié. Mais je le cite parce qu'on a quelqu'un dans la coopérative qui a travaillé dessus. Les paiements pour services écosystémiques. Alors, hélas, ça a le nom de services écosystémiques, donc on pense que c'est mal parti. C'est pas si intéressant que ça, ce que la France a essayé de commencer à mettre en place. Ils n'ont pas essayé de donner une valeur à la nature. Ils se sont posé la question de ce qu'on appelle une valeur tutélaire. Ils ont dit, à partir de combien faut-il que je paye un agriculteur qui fait des céréales, qui fait de l'élevage, etc., pour qu'il commence à changer de pratique. Donc la valeur, elle est basée sur de l'expérimentation de terrain et de savoir à partir de quel seuil on commence à avoir quelque chose qui va vraiment jouer un rôle parce que l'agriculteur ou les agricultrices sont face à un problème qu'ils n'ont pas assez de revenus pour s'en sortir, et à partir de quel moment on commence à vraiment faire un effet de levier qui fait qu'il va dire oui, là ça vaut la peine, je prends le risque, je vais changer mon modèle de production pour aller vers ça. Donc il y a un début de réponse qui n'est pas inintéressant. On voit qu'on commence à être sur une autre façon d'appréhender le problème par s'assurer que les gens changent leurs pratiques en termes très concrets. Mais ça montre aussi des limites et ça ne fait pas tout le boulot parce que le problème qu'il y a, nous, sur les pesticides qu'on regardait, c'est que la problématique, elle n'est pas juste de réduire. En fait, quand on réduit, dès qu'on commence à réduire fortement les pesticides, en fait, il faut changer intégralement la façon dont on produit. Et c'est bien ce qui est documenté dans l'agriculture biologique. Ce n'est pas parfait l'agriculture biologique, mais on a un véritable effet de seuil quand on supprime. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant. On prend des risques, on a de la volatilité, on ne peut plus faire de la monoculture, on ne peut plus donner la même chose à manger aux animaux, tout change en fait. Il faut prendre ce risque de changement de modèle. Et c'est pas rien en fait. Et c'est là où les mesures paiement pour services écosystémiques, elles ont des limites parce que c'est pas toujours suffisant pour enclencher des ruptures énormes qui sont nécessaires. Donc il nous faut plus d'éléments à mettre sur la table, quoi. Et c'est là qu'on peut rentrer dans le dernier point, c'est est-ce que pour autant, il n'y a rien à faire côté économique pour aller plus loin? En fait, nous, l'étude qu'on a commencé à poser, c'est une étude sur une approche un peu différente qui est appuyée sur un livre qui date des années 50, qui a été republié par l'Institut Veblen il y a quelques années, sur les coûts sociétaux. Et en fait, cette approche-là, elle prend les choses différemment. Elle dit, commençons par déjà voir tout l'argent qu'on met dans l'agriculture et qu'on met potentiellement en faveur des pesticides sans s'en rendre compte. On en met quand même un peu, même en France. Donc on encourage encore aujourd'hui à l'utilisation de pesticides.
en partie. Deuxièmement, regardons le coût, ce que nous coûtent tous les impacts. On a des impacts sur l'eau qui est polluée, pour la rendre potable, on dépense de l'argent toujours plus fort. Vous avez dû voir passer le fait que comme on ne détecte pas pas les pesticides, mais les molécules qui sont dérivées des pesticides, dès qu'on commence à mettre un détecteur en plus, on est face à un nouveau problème, il faut remettre de l'argent pour revoir nos installations de dépollution, etc. C'est le premier coût en France. Le coût des pesticides liés à l'eau, c'est un peu plus de 200 millions d'euros par an. Donc ça pose déjà un début de contexte, en fait. Après se rajoutent le problème des gaz à effet de serre, les problèmes justement de dégradation de la biodiversité. On est obligé d'engager des plans pour sauver la biodiversité parce qu'on met les espèces en présence de substances létales et nocives. En plus, plus on a de pesticides, plus on produit, plus on détruit des habitats. On revient à ce qui a été dit avant, on doit engager des plans pour sauvegarder des habitats. Quand vous faites toutes ces dépenses-là, vous avez déjà, alors j'y arrive, rien que sur le paquet environnemental, vous avez pour déjà quelques millions, 260 à peu près millions d'euros. Il faut rajouter à ça les questions de santé. Le problème qu'on a, c'est que les seuls cas de santé qui sont liés aux pesticides avérés, c'est les agriculteurs. C'est ceux qui ont des maladies reconnues et on a des caisses de compensation, on a la sécurité sociale qui intervient. Et ça nous coûte quand même la bagatelle de 50 millions d'euros par an quand même, qu'on va déjà rajouter à l'équation. On a potentiellement des problèmes de santé consommateur, mais on ne sait pas les relier aujourd'hui. On a des doutes, mais on n'arrive pas à les prouver et pas à mesurer jusqu'à des dépenses publiques. On a des coûts de régulation, parce que ça nous coûte aussi aux contribuables. Les entreprises ne payent pas tout. On paye aussi pour le système qui fait qu'on homologue les pesticides. On essaie de faire gaffe et on le fait mal que les plus nocifs ne soient pas mis en œuvre, etc. Tout ça mis bout à bout, 370 millions d'euros en France par an en 2021. Même année, Union européenne, pardon, 2020, et même année Union européenne, 2,3 milliards par an, à l'échelle des 27. Ce qui nous a intéressés, c'est on a fait tout un décryptage des entreprises qui fabriquent des pesticides et qui les commercialisent. Et ce qui est quand même intéressant pour nous, contribuables et citoyens, c'est de savoir que pour la France, on paye de notre poche, de notre argent qui va dans le budget de l'État, les collectivités et la sécurité sociale, on paye 370 millions d'euros. Les entreprises qui fabriquent des pesticides, elles gagnent en profit net pour leurs actionnaires 200 millions. Donc 200 millions, donc presque 2 fois moins. Sans nos aides, il n'y a pas de profit. Ben oui, quand même. Et on met quand même 370 millions sur la table. Donc c'est pas rien, c'est pas juste le plan Ecofito, c'est beaucoup plus d'argent dont on parle. Et donc il y a une question légitime qui est d'interpeller aussi nos élus et nos décideurs sur mais qu'est-ce que vous faites de notre argent à nous? Et dans quelle mesure c'est pas de l'argent qui est gaspillé et qui pourrait être réorienté autrement avec des conditionnalités. Et ça encore c'est à minima, parce que ce qu'on n'a pas pu documenter, c'est que se rajoute à ça beaucoup d'autres millions d'euros qui est où on finance les agriculteurs en statu quo en fait, ils ne changent pas de modèle. On vient en secours parce qu'ils n'arrivent pas à être rémunérés, on met encore plus d'argent public. Donc en fait, c'est peut-être pas 370 millions d'euros, c'est peut-être plus d'1 milliard ou plus de 2 milliards chaque année qu'on met sur la table en France. Et c'est pareil au niveau européen. On a 2,3 milliards de coûts de nous contribuables. Eux, en face, ils font 1 milliard d'euros de bénéfices. Et ces bénéfices, ils vont à quelques entreprises, enfin quelques fonds d'investissement notamment, qui possèdent les 4-5 grands fabricants mondiaux, qui ont aussi des parts majoritaires chez Danone, qui ont aussi des parts majoritaires chez Carrefour, qui ont aussi des parts majoritaires chez Nestlé, chez Mars, etc. C'est ça le système. Et du coup, la question, on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain, mais il y a une vraie question de dire, est-ce qu'on n'a pas un droit de regard là-dessus? Et 2, est-ce qu'il n'y a pas une logique de se dire, on se donne 5 ans, 10 ans, on a un plan Ecofito, prenons-le au sérieux, donnons-nous 10 ans, mais faisons-le vraiment, en fait. Et ça veut dire de changer la structure, pas seulement c'est la structure de nos financements, c'est la façon dont les agriculteurs travaillent, mais ça ne pourra pas avoir lieu si on ne change pas le reste de la chaîne jusqu'aux consommateurs qui sont nous. Et donc les industriels, ceux qui fabriquent des pesticides, mais ceux qui achètent les produits, et les distributeurs, c'est-à-dire les supermarchés qui rachètent en bout de course et à qui on paye. On paye la double peine. On paye quand on achète nos aliments, en plus potentiellement avec des doutes sur notre santé, et on paye en plus en tant que contribuable. Donc il y a un enjeu à repasser là-dessus. Je finis sur l'entreprise. Juste un mot rapide pour dire que cette logique générale, elle est mise en œuvre par un chercheur d'AgroParisTech à l'échelle de l'entreprise à travers une comptabilité alternative qui s'appelle CARE et qui vise à dire toute entreprise, dans le cadre des obligations qui pourraient être faites, devrait chiffrer aujourd'hui ce que lui coûterait de se mettre
en conformité avec les normes, commencées par les normes internationales, pas forcément que celles européennes, donc quelque part d'arrêter la destruction. Ce chiffrage-là, qui est certainement assez fort, un peu à l'image de celui que nous on a fait, qui est assez élevé, on devrait contraindre les entreprises par le système comptable à mettre cet argent de côté. Donc soit elle engage cet argent-là pour arrêter la dégradation, soit elle doit le mettre de côté comme elle le fait pour des machines, elle ne peut pas y toucher, elle le met ce qu'on appelle en amortissement, mais du coup ça va dégrader ses bénéfices. Et on l'empêche d'utiliser cet argent pour faire du marketing ou de la vente, etc. On l'oblige à sanctuariser cet argent jusqu'à le temps qu'elle résolve le problème. Donc on peut avoir des outils, mais c'est sûr que ce sont des choses qui sont des changements radicaux de système. Donc quelle est notre capacité politique à le faire passer? Mais c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. Je parle de quelque chose là-dessus. C'est très rapide. C'est juste pour pas faire l'avalanche de chiffres, mais vous n'entendez pas du tout. Le marché là, ouais. Juste par rapport à ça, dans le cadre du recours devant le tribunal administratif de Paris qui s'appelle Justice pour le vivant, on avait construit l'argumentaire sur la responsabilité de l'État, notamment liée à la contamination des eaux souterraines et des eaux superficielles et le respect des plans éco-phyto. On a gagné sur ces deux plans-là. Et donc ce qui était intéressant, c'était d'aller voir du coup les conséquences pécuniaires de la condamnation de l'État, notamment pour la décontamination des eaux souterraines. Donc là, ici, je ne parle pas des 2HC, donc pas des eaux à destination de la consommation humaine. Je ne parle pas des eaux superficielles parce que la responsabilité de l'État n'a pas été reconnue pour une raison que je ne comprends pas, mais bon, ce n'est pas le lieu d'en débattre. Mais la responsabilité de l'État a été reconnue pour la décontamination des eaux souterraines. Et là, je vais vous demander juste de comprendre que je ne vais pas confondre millions et milliards, d'accord? Là, je vais parler de milliards d'euros. Il y a un organisme qui dépend du ministère de l'économie qui s'appelle Eau-France, qui fait un certain nombre de rapports. Alors ce sont ces chiffres, ce ne sont pas les miens, et qui s'est amusé à chiffrer ce que pouvait coûter à l'État, donc à nous, la décontamination des eaux souterraines pour les pesticides d'une part et pour les nitrates d'autre part. Je parle des nitrates parce que ça va être, et c'est déjà un énorme contentieux, qu'il va falloir s'atteler à cette dépollution. Et là, les chiffres, mesdames, messieurs, sont astronomiques. Et c'est aussi une partie des coûts cachés de l'utilisation des phytos. Pour les pesticides, et uniquement les pesticides, ce sont des fourchettes parce que la décontamination d'un kilo de pesticides est évaluée entre 60 000 et 200 000 euros. Donc il y a une fourchette qui est assez importante, mais c'est quand même en fourchette basse 60 000 euros. Il faut dépolluer 526 tonnes de phytos et qui sont en réalité des métabolites que vous avez évoqués et pas du tout des substances actives parce qu'elles se sont dégradées. Entre 35 et 108 milliards d'euros, rien que pour les phytos. Pour les nitrates, il faut dépolluer 7 millions de tonnes de nitrates et c'est chiffré à 522 milliards d'euros. Une fois et demi le budget de l'État pour l'ensemble des deux et à peu près un tiers du budget de l'État rien que pour les phytos. Et ça, évidemment, ce ne vont pas être les entreprises qui vont être responsables de ça, mais la collectivité publique, donc nous. Et là, c'est plus des millions ou 1 milliard par an. Hein. 108 milliards pour s'atteler vraiment aux phytos, c'est un énorme budget. Ça n'a jamais été évoqué. Ces chiffres sont des chiffres officiels, hein, ce n'est pas les miens. Merci Morgane, tu avais travaillé aussi sur ce sujet. Oui, merci pour la transition. Non, mais je voulais simplement répondre rapidement. Bon, déjà sur ce dernier point qui a été évoqué, qui est plutôt une approche par les coûts qu'une approche par la valeur. Et je pense que c'est important de montrer la différence. C'est-à-dire que quand je disais que les services écosystémiques, on avait essayé de leur donner une valeur, un prix en économie, qu'on avait essayé de traduire des valeurs intrinsèques, etc. C'est à chaque fois par des méthodes d'enquête, demander aux gens comment ils ressentent la nature, combien ils seraient prêts à payer pour garder telle espèce, etc. On a quelque chose de beaucoup plus concret, qui est une approche par les coûts, qui est effectivement un agenda de recherche d'un chercheur d'AgroParisTech qui s'appelle Alexandre Rambaud, qui est directeur de ma chaire de recherche. Du coup, je vois bien ce qu'il fait et qui mentionne l'idée de dette écologique. Et donc, l'idée, c'est de ne pas passer par une valeur qu'on déterminerait qui n'a pas de lien avec les prix de marché tel qu'il est, mais vraiment quelque chose de très concret qui a un besoin d'investissement, en fait, en réalité. Un besoin d'investissement dans la réparation, la restauration, la dépollution d'un certain nombre d'impacts. Le problème, c'est que ces coûts sont sociaux ou socialisés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'ils reviennent à la collectivité, ça a été très bien expliqué. Et donc, l'enjeu dans les analyses coûts-bénéfices, pour reboucler avec ce qui a été dit avant, c'est pas forcément de gonfler la partie coût, parce qu'en fait, tout le monde sait que ça coûte bien plus cher que ça. La question, c'est pas combien ça coûte, c'est qui paye, en fait. Et donc, on analyse coût-bénéfice, même si on démontre
que on va pas dans le bon sens collectivement. En réalité, on aura beau additionner les coûts supplémentaires, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il y a cet enjeu de transformation des normes comptables, si on veut, où là on se situe à l'intérieur d'une organisation et donc en le passant au passif, on peut constituer une dette. Mais ce que je voulais plutôt dire par le fait de pas compter sur des indicateurs monétaires pour construire des politiques publiques, c'est qu'en réalité, on changera pas le gain réel et le coût réel de marché. Et donc c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, mais plutôt enlever l'obligation de préservation ou l'obligation de restauration d'une logique de marché, ne pas le soumettre à un arbitrage économique en lui-même, considérer que c'est un objectif qu'on se fixe à travers un cadre normatif ou à travers un objectif international comme ceux qui sont fixés par la COP15 ou à différentes échelles, donc de droit comme on a pu l'évoquer, considérer que ça c'est fixe et ensuite le rôle de l'économie ou de l'arbitrage, c'est sur les différentes manières de le mettre en œuvre pour que ce soit plus ou moins respectueux des formes d'emploi, plus ou moins impactant sur les chaînes de valeur, etc. Donc ce que je voulais dire par ne pas compter sur un arbitrage coût-bénéfice, c'était où se situe le rôle du signal prix dans nos décisions collectives, quoi. En fait, c'était ça.